Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Jouzel. Bonsoir, bonsoir Stacy, oui. Pour ce deuxième épisode de Penser l'après, donc c'est la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. L'idée de cette série, c'est de pouvoir imaginer, penser et anticiper donc ce que sera le monde post-coronavirus. Il y a 2 jours, j'ai pu accueillir Monsieur Jean Viard, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS, avec lequel j'ai abordé donc le sujet de l'impact sociétal de cette crise, de cette situation. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Jean Jouzel, pour parler de l'impact sur les politiques climatiques. Donc concrètement, si on m'avait dit il y a un mois que je serais confinée en banlieue parisienne avec une pandémie qui aurait frappé en commençant dans un petit marché aux poissons en Chine, au final interviewer donc un climatologue dont on m'a parlé énormément dans un de mes cours et pendant mon cursus, je pense que j'y aurais pas cru. Donc vraiment merci d'avoir accepté cette invitation et surtout de venir partager avec nous votre vision et votre compréhension des événements que nous vivons actuellement. Pour cela, donc, on va commencer avec 45 minutes d'échange sur la base de questions que j'ai préparées. Puis ensuite, on va enchaîner avec 30 minutes d'échange avec les participants. Donc, vous avez un onglet juste en bas, questions-réponses. Vous pouvez déjà donc, poser vos questions et voter pour celles que vous trouvez. Oui, moi, je ne pose pas de questions. Hein. Donc, partagez l'écran, mais je ne regarde pas pour le moment. Oui, allez-y. Moi, je vous salue. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, merci à ceux qui ont préparé cet échange. Je ne me suis pas moi-même beaucoup préparé, mais c'est vrai que, bon, disons, la reprise économique ne peut pas se faire sans une véritable réflexion par rapport à une urgence qui est celle de l'urgence climatique. Et voilà, donc c'est important parce que je pense que beaucoup des gens qui nous regardent ce soir, qui sont avec nous, sont des jeunes. Et c'est vraiment votre génération qui aura, disons, affaire aux conséquences du réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique, c'est pour l'après 2050, c'est très clair, les conséquences réellement sérieuses, je dirais, dommageables. D'ici 2050, on peut espérer s'adapter. Disons 1 degré de plus, on peut espérer s'adapter, mais si on ne fait rien, donc en cas d'inaction, eh bien, votre génération, enfin les jeunes, les 20-30 ans actuellement, dans les années 80, eh bien, risqueraient d'avoir des réchauffements climatiques de 3-4 degrés. Je ne parle pas des conséquences ici, on en parlera peut-être, mais en gros, ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Et faire quelque chose, eh bien, c'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est un peu ça que j'ai essayé de vous dire. Voilà. Merci, Stacy. Il faut que je réponde à vos questions maintenant. J'avais ma première question. Donc, tout comme vous avez pu le faire au sein du GIEC, donc pour le changement climatique et ses risques, on le sait, il y a de nombreux scientifiques aujourd'hui qui nous ont alertés d'un risque imminent de pandémie. Parmi eux, notamment Hélène Soublé, qui est directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Est-ce que vous pensez que ça démontre en quelque sorte un manque de considération pour le travail de recherche scientifique ? Oui, enfin, j'ai le sentiment que, oui, dans le cas disons, il y a un lien qui semble de plus en plus évident entre, je dirais, la perte de biodiversité, globalement, la déforestation, et qui clairement accroît le risque de pandémie. Évidemment, disons, dans sa forme actuelle, dans son extension géographique, dans ses conséquences, la crise sanitaire actuelle était largement imprévisible. Mais ce que nous disent, disons, les spécialistes de la biodiversité, la directrice de la FRB, c'est qu'effectivement, la perte de biodiversité, la déforestation, je dirais donc l'empreinte que nos activités apportent par rapport à la nature accroissent le risque de pandémie. Et ça, j'en suis convaincu. Et ce message a été clairement donné. Voilà, j'étais aussi avec Alain Mourvin-Dubourg. Disons, je suis au Conseil économique, social et environnemental. C'est clair que pour lui, il faut effectivement tout faire d'abord pour identifier l'origine du virus, voir s'il a effectivement quelque chose à voir avec une zoonose, ce qui est très probable, et si effectivement, par exemple, le trafic d'espèces n'est pas aussi à l'origine de cette pandémie, par exemple. Donc, alors, d'une certaine façon, les pandémies sont imprévisibles. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est un peu comme les événements extrêmes en termes de climat. Je veux dire, on sait qu'on aura des événements extrêmes plus fréquents. Je ne sais pas vous dire quand il y aura des cyclones, un cyclone très important dans l'Atlantique Nord. Ce sera peut-être l'an prochain, ce sera peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans. On a un peu ce même regard que peuvent avoir les spécialistes de la biodiversité par rapport à ces risques posés, disons, je dirais, par tout ce qui est fait
presque contre la nature, ou en tout cas, disons, qui diminue la place de la nature autour de nous et, disons, donc ces risques de pandémie et puis les risques d'événements extrêmes dans le cas climatique. Voilà. Mais ce qui est prévisible dans notre cas, et c'est ça qui est important, c'est le réchauffement moyen. Lui, il est entièrement prévisible. Donc, Et donc, vous pensez aujourd'hui que les scientifiques ils devraient s'inscrire dans une démarche qui est un peu plus politique, justement, pour se faire entendre et pour... oui, alors, est-ce que les scientifiques se font entendre disons, bon, on a le sentiment, bon, moi j'étais content que, disons, le président de la République mette en place un conseil scientifique et un conseil pour la recherche, mais on peut quand même se poser des questions. Disons, le fait que le conseil scientifique, dans le cas de la crise sanitaire, n'a été mis en place que le 15 mars, moi, me pose question. Je suis très favorable. Je me suis beaucoup intéressé à ces aspects et, disons, dans un rapport sur du Conseil économique, social et environnemental avec Julien Blanchet, nous avons recommandé que la France se dote d'un chief scientist. C'est un peu le cas au Royaume-Uni, disons aux États-Unis aussi, mais pas vraiment dans le cas actuel de Donald Trump. Il semble ne pas en avoir besoin, mais dans un mandat normal d'un président américain, il y a un chief scientist qui est entouré aussi de toute une communauté vraiment pour, disons, donner son avis quand le décideur, quand le politique le sollicite. C'est ça qu'il faut faire. On a aussi un devoir d'alerte et on a aussi un devoir de réponse aux politiques quand on est sollicité. À l'évidence, et c'est aussi un petit peu, si on revient à la stratégie du GIEC, le rôle de la communauté scientifique, et je partage cette conviction, le rôle de la communauté scientifique, c'est de donner les arguments aux décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Ce n'est pas, disons, aux scientifiques de prendre les décisions, ce sont bien sûr très souvent, dans le cas présent, dans le cas du réchauffement climatique, des décisions politiques. Disons, à titre personnel, c'est vrai que je suis allé un peu plus loin que, je dirais, non pas cette neutralité, mais disons, j'ai toujours envie de sortir de ma tour d'ivoire. Je suis allé un peu plus loin, je me suis impliqué. Bon, j'ai eu la chance de participer non seulement au GIEC, mais à l'ensemble des conventions climat depuis 20 ans. Donc, c'est vrai que j'ai côtoyé les décideurs politiques. J'ai répondu disons, à la demande de Jacques Chirac pour faire partie des premiers comités dans les années 2000, puis disons, le Grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy. J'ai été impliqué là aussi dans la préparation de la loi sur transition énergétique avec François Hollande, et de nouveau, je suis en contact avec Emmanuel Macron. Donc, oui, il se fait que je suis un de ceux de notre communauté qui est sollicité assez régulièrement par les décideurs politiques. Mais voilà, donc c'était peut-être pas le... Bon, je suis à titre personnel, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il faudrait l'être à titre collectif. Je le suis effectivement à titre personnel. J'essaye de répondre et, disons, à chaque fois de m'appuyer sur mes collègues, mais je reste assez attaché au modèle de nos voisins britanniques, enfin du Royaume-Uni, ou le modèle américain quand il fonctionne bien. C'est-à-dire vraiment, disons, une structure scientifique assez forte au service des politiques. Donc, ce qui n'existe quand même pas en France, c'est un peu au coup par coup. Et donc, vous, justement, qui avez pu travailler aux côtés de politiques, est-ce que vous avez eu la sensation d'être écouté ou au contraire, ça avait du mal à passer et c'était un peu compliqué? Oui, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a l'impression d'être écouté. Je veux dire, si on regarde, plaçons-nous d'abord au niveau international. Quand on regarde au niveau international, eh bien, en fait, le GIEC, le premier rapport du GIEC, c'est en 1990, et les décideurs politiques réagissent tout de suite. Donc, c'est la Convention climat en 92, et pour la Convention climat, donc la Convention pour la biodiversité a plus de mal à se mettre en place, mais la Convention climat, elle se met rapidement en place, et dès en 97, c'est le protocole de Kyoto. Donc, qui est un protocole qui répondait à peu près à, disons, au diagnostic scientifique à ce moment-là. Ensuite, la conférence, enfin, la grande conférence de Copenhague, c'est l'échec, et on peut voir encore aujourd'hui que cet échec, il est lié au moins en partie à la crise économique qui a résulté de, enfin, disons, on était en 2009, hein, c'était juste après la crise économique de 2008, et c'est vrai que c'était pas, disons, c'était clairement pas favorable à, disons, à des mesures climatiques. Je crains d'être dans le même schéma actuellement, c'est-à-dire que, bien sûr, on va souhaiter que cette sortie de crise tienne compte des impératifs disons, environnementaux au sens large, hein, la biodiversité est tout aussi importante, mais voilà, donc oui, donc quand on regarde maintenant, par exemple, alors pour revenir à la question précise, quand on regarde le 5e rapport du GIEC, il s'appuie complètement sur
diagnostic quand on regarde l'accord de Paris, donc le troisième accord, il s'appuie complètement sur le diagnostic du cinquième rapport du GIEC. Donc, et c'est pareil au niveau français, c'est-à-dire que la loi sur la transition énergétique qui, disons, affiche un objectif de neutralité carbone en 2050, s'appuie aussi sur le diagnostic des scientifiques. Donc, d'une certaine façon, on a le sentiment que les politiques, dans les textes, s'appuient effectivement sur, dans le domaine, dans ce problème, ce qui est lié à l'évolution du climat, à l'adaptation, eh bien, on a le sentiment que les politiques prennent en compte le diagnostic des scientifiques. Là où le bas blesse, c'est vrai au niveau international, c'est-à-dire que, bien sûr, les objectifs sont tout à fait, de 2 degrés, 1,5 degré, sont tout à fait en phase avec le diagnostic des spécialistes du GIEC. La réalité, c'est que les engagements nous emmènent vers 3,5 degrés à la fin du siècle. Au niveau français, c'est pareil. Disons, les objectifs, je le redis, sont ambitieux. La réalité, c'est que ces objectifs, on ne les respecte pas. Et c'est d'ailleurs la raison de la réunion moi, je suis très impliqué dans la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, la lettre de mission, c'est très clair. C'est, disons, Édouard Philippe qui demande à 150 citoyens de proposer des mesures pour que la France respecte ses objectifs à horizon 2030. Donc, c'est pas tellement dans les textes. On a le sentiment que les textes, moi, aussi bien, je dirais, pour moi, la loi, la loi maintenant s'appelle énergie-climat, la nouvelle loi énergie-climat, l'accord de Paris dans ses objectifs, tout ça, pour moi, j'y adhère complètement. Donc, voilà, mais c'est en fait, entre les textes ne se concrétisent pas. C'est ça le vrai problème. Et bien sûr, mon souhait, c'est qu'en sortie de crise, on apprenne le chemin vraiment, mais là aussi, c'est peut-être un vœu pieux. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Donc, j'ai l'impression que nous sommes écoutés, mais que, disons, il y a un fossé entre cette écoute et la réalité que nous vivons tous les jours. D'ailleurs, les gaz à effet de serre ont continué régulièrement à augmenter depuis 2000. Alors, vous avez mentionné la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez sûrement pu observer un peu les processus qui se sont mis en place pour la construction de leurs propositions. Est-ce que vous pensez que ça va avoir réellement un impact? Est-ce que vous pensez que les propositions qui ont été faites vont être réalistes et vraiment applicables, ou est-ce que ça va être encore le même projet? Donc oui, bien sûr, j'ai participé à la fois, je suis membre du comité de gouvernance, donc j'ai participé à la fois à la mise en place, donc j'ai participé à toutes les réunions de ce comité depuis, on a dû commencer à se réunir au mois de juin, juillet l'an dernier. Voilà, donc on a mis en place, donc sous la présidence de Laurence Tubiana, de Thierry Pêche et puis, disons, Julien Blanchet comme rapporteur général. Donc moi, je suis un des membres de ce comité de gouvernance, on doit être une quinzaine, je crois. Voilà, donc le rôle du comité de gouvernance, c'est qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire que c'est que les choses marchent bien. C'est ça notre objectif. Voilà, donc c'est l'organisation de tout cela. Donc, mais il y a aussi un intérêt, c'est que j'ai participé effectivement à tous ces week-ends et à tous les échanges. Donc j'ai pu participer, j'ai été toujours présent tous ces week-ends. C'est vrai que, bien, bon, c'est peut-être pas c'est une conséquence, bien sûr, de la crise sanitaire actuelle. On n'a pas pu finaliser comme nous le souhaitions en présentiel, disons, début avril. Bon, il y a d'autres conséquences évidemment plus importantes, mais c'est vrai que c'est un peu, disons, la dynamique est toujours là. Donc nous avons, disons, essayé de, disons, c'est pas terminé. Donc bien sûr, la Convention citoyenne, disons, ce qui a été fait effectivement, c'est disons, de demander aux citoyens finalement de regarder les mesures. Et les mesures qu'ils souhaitaient transmettre au président de la République, au Premier ministre, il a été aussi transmise disons, à Elisabeth Borne, excusez-moi, j'allais dire Emmanuel Bargon à Elisabeth Borne. Donc ces mesures ont été transmises. Il avait été convenu que ces mesures ne seraient pas rendues publiques. Il y a eu des fuites dans l'alternative économique dans le monde. Bon, donc vous connaissez certaines de ces mesures. Ce n'est qu'une partie des mesures. Oui, bien sûr que les mesures, voilà, on retrouve dans les mesures proposées par les citoyens des choses qui ne surprennent pas et qui sont, il y a des choses que j'aime bien. Je crois que dans les mesures qui ont été rendues publiques, par exemple, il y a disons, le souhait d'amélioration disons, de
de l'isolation d'un bâtiment, des qualités d'un bâtiment à chaque session de ce bâtiment, à chaque mutation. Donc ça, c'est une chose qu'on a déjà proposée dans le Grenelle et j'espère que c'est des choses de bon sens. On n'y arrivera pas. Par exemple, je prends cette mesure qui a dû être divulguée. Donc, aucune mesure n'est votée, hein, donc c'est pas le problème. Puisque vous me parlez, j'en prends une qui a été... Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop sur les mesures puisque moi-même, je ne souhaite pas en parler. Mais voilà, je pense que ce sont des mesures de bon sens. Ensuite, bon, il faudra bien sûr les voter. Bon, il faudra aussi regarder leur financement. Il y a encore des étapes à franchir. C'est ce que ce que les citoyens sont en train de faire actuellement. Voilà, on espère aboutir bon, assez rapidement. Mais on voit bien la difficulté de la situation. Mais ce que j'ai apprécié, c'est en tout cas la richesse des échanges et force est de constater que quand vous mettez 150 personnes d'horizons très différents, ce qui est le cas, elles ont été vraiment tirées au sort, hein, eh bien, quand elles se réunissent, qu'elles commencent à discuter, qu'il y a quelques experts, ça a été le rôle de la première et de la deuxième séance, disons, finalement, ils ont une acculturation de citoyens par rapport aux problèmes disons, dans lesquels certains d'entre eux débarquaient vraiment. Et en fait, à un moment, on nous a reproché qu'il n'y ait pas de climato-sceptiques. En fait, le problème, c'est que quand on prend le temps d'exposer disons, à un groupe, sont, je dirais, les tenants et les aboutissants disons, du réchauffement climatique, sa réalité, le rôle des activités humaines, eh bien, les gens, quand on prend le temps d'exposer l'argument, de répondre disons, aux questions légitimes qui sont légitimement posées, eh bien, on voit bien que finalement, collectivement, les gens se rendent compte qu'il y a vraiment un problème. Donc, certains peuvent dire qu'il y a d'autres problèmes. Donc mais voilà, donc je veux dire que assez rapidement et collectivement, les citoyens ont pris le problème à bras le corps et on a le sentiment que ces citoyens ont vraiment le souhait de répondre disons, à leur lettre de mission. Voilà, leur lettre de mission, elle est claire, elle est de proposer des mesures qui qui permettent de diminuer les émissions d'au moins 40% à l'horizon 2030, et ceci dans un esprit de justice sociale. Voilà, donc voilà où nous en sommes, ça marche bien, c'est vrai qu'on a un petit peu le regret que ce ne soit pas terminé, mais voilà, on travaille encore d'arrache-pied, hein, donc moi j'espère. Alors, est-ce que maintenant, l'autre question que vous m'avez posée aussi, est-ce que les mesures seront, que deviendront les mesures? Il y a une promesse d'Emmanuel Macron, évidemment, qui est antérieure à la crise actuelle, que ces mesures seraient en cas examinées sans filtre. Peut-être certaines iraient-elles vers un référendum ou des aspects réglementaires, législatifs. Tout cela, ce n'est pas encore, disons, loin d'être finalisé, mais il sera difficile, même, enfin, je dirais même dans le cas de la crise actuelle, de la crise économique actuelle, on pourra donner quelques chiffres quand même, de la crise économique actuelle, de repartir sans avoir un regard pour ces propositions des citoyens. Voilà, c'est très clair. Voilà, je vais simplement citer quelques chiffres, mais c'est important. J'ai moi-même fait un avis, enfin, contribué à une résolution du Conseil économique et social il y a 15 jours, 3 semaines sur, disons, l'action de la France dans ces domaines. Bon, on rappelle dans cette résolution disons, pour réussir la transition énergétique en France, disons, il faudrait mettre sur la table à peu près 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Il y a déjà à peu près 60 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Enfin, les chiffres varient, c'est, disons, d'actions, d'investissements qui peuvent s'inscrire dans la lutte qu'on peut facilement inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Je dirais que si on ajoutait 20 milliards d'euros supplémentaires, eh bien, en gros, on pourrait gagner, hein, techniquement c'est possible, on pourrait réussir la transition. On voit bien que ces 20 milliards d'euros supplémentaires, c'est une fraction de ce qui est mis sur la table pour faire face à la crise sanitaire. C'est bien sûr important de faire face à la crise sanitaire et à la crise économique qui en résulte, mais on voit bien que les chiffres qui sont sur la table ne sont pas si importants, ne sont pas, disons, sont des chiffres importants. Oui, bien sûr, ce sont des chiffres importants, 1 milliard d'euros, mais ce ne sont pas des chiffres inaccessibles, on le voit bien. D'autant plus que cette transition énergétique, ces créateurs d'emplois, bien sûr, on parle de 600 000 à 900 000 d'emplois, disons au niveau français d'ici 2050, des emplois nets, c'est quand même beaucoup d'innovation, de recherche. Et si j'étais de votre génération, eh bien, je m'y engouffrerais parce que c'est très attractif. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. C'est pas du tout un monde, disons, qu'on a envie de refuser, au contraire. Hein. Donc voilà, c'est la transition qui est difficile, mais
je ne crois pas que le monde qui se dessine, si on réussit la transition énergétique, la transition écologique au sens large, environnementale, disons dans un esprit de justice sociale, que ce soit vraiment quelque chose. Je pense que c'est quelque chose de très attractif, au contraire, pour les jeunes. Et justement, donc, vous mentionnez ces valeurs qui nous motivent, je pense, un peu tous dans ma génération, que ce soit l'idée de gouvernance un peu participative, de parler de transition énergétique, climatique, de résilience. Est-ce que vous pensez que cette situation, cette crise climatique, elle doit revêtir le même caractère immédiat, un peu d'urgence que sanitaire pour vraiment attirer des mesures aussi drastiques et importantes? Oui, enfin, on est quand même, oui, je le pense. Disons que si on veut, disons, je donne le chiffre que vous connaissez certainement, beaucoup d'entre vous connaissez, puisque vous êtes intéressés par ces aspects climatiques. J'ai probablement dit beaucoup de choses dont vous êtes tous au courant, c'est pas. Mais donc, si on reprend les chiffres pour 2030 à l'échelle planétaire, divisé par 2 les émissions, c'est diminuer les émissions de 7% chaque année. C'est énorme. C'est peut-être ce qu'on va faire cette année à cause de la crise liée au Covid à peu près, mais il faudra le faire chaque année et continuer. Donc on est loin du compte. Donc oui, il faut bien sûr, c'est important. L'urgence, elle est là, c'est maintenant. Si je reprends, j'ai fait beaucoup d'interventions depuis 30 ans, 35 ans dans les médias. Dans les années 80, j'ai commencé. Je disais la même chose qu'aujourd'hui. Tout était dit en 80. Enfin, j'ai repris, j'ai réécouté, parce qu'on m'a invité à la réécouter. Une de mes premières interventions, qui devait être en 89 à la télévision, je disais les mêmes choses qu'aujourd'hui. Donc voilà, l'urgence, elle est là. Et à partir de 2000, enfin, dans le 3e rapport du GIEC, on a dit clairement, et ça a été dit et redit, et voilà, il faut absolument que le pic d'émissions des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire soit en 2020 ou plus tard si on veut rester en deçà de 2 degrés. Ça reste vrai. Nous avons, enfin, disons le 2020, là, cette nécessité d'un pic en 2020 est apparue vraiment à partir disons, du début des années 2000. Ce n'était pas le cas dans le 89, hein, je ne vais pas dire ça, mais disons, quand on prend disons, le 4e rapport du GIEC paru en 2007, c'est clairement, et j'ai repris très souvent ce chiffre, y compris dans les négociations. Donc il ne faut pas être surpris. Hein, depuis 15 ans, on dit que 2020 sera vraiment, et on dit maintenant qu'à chaque année perdue, encore après 2020, eh bien, fait que si on veut respecter l'objectif ne serait-ce que 2 degrés, eh bien, il faudra encore faire plus, disons, il faudra encore faire plus dans des mesures plus drastiques pour le réussir. Et vous voyez bien ce qu'on fait actuellement. Si on ne le fait pas tout de suite et de façon intense, eh bien, si vous souhaitez votre génération après 2050, bon, je ne serai plus là, hein, mais voilà, non, mais je veux dire après 2050, si vous les limitez à 2 degrés, hein, disons 1 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, et même ça serait mieux 1,5 degré, eh bien, il faudra que vous pompiez du CO2 de l'atmosphère. Hein. Donc, non seulement on vous laisse un monde auquel il vous sera difficile de vous adapter, mais notre génération, actuellement, on est assez égoïste pour mettre dans l'atmosphère 45 milliards de tonnes de CO2 chaque année, ou 44 l'année dernière, et finalement de vous demander d'en pomper 10 ou 20 milliards de tonnes dans les années 50. Donc, après les années 50, vous voyez bien où on en est, c'est la situation, donc il y a urgence. Donc, je pense que d'un point de vue éthique, on devrait se poser la question, d'ailleurs moi je me la pose, c'est vrai que, donc, voilà, donc c'est quand même, quand vous regardez les scénarios 1,5 degré, c'est enlever du gaz carbonique de l'atmosphère, bien sûr, même les scénarios 2 degrés. Hein, donc voilà les difficultés, et ce sont les difficultés. Donc l'urgence, elle est bien là. Et ce que je pense sincèrement, c'est que cette crise économique, enfin, crise sanitaire et la crise économique qui en résulte, est finalement un bon moment de réflexion. D'ailleurs, on discute beaucoup, les gens discutent beaucoup. Et puis finalement, un bon moment pour repartir du bon pied, parce qu'il va y avoir énormément d'argent injecté dans le système économique. Je dis que c'est souhaitable, mais ce qu'il faudra, c'est que cet argent soit effectivement conditionné, ciblé. Hein, donc oui, c'est le bon moment, justement, c'est le bon moment, parce que l'économie va repartir. Et je pense que c'est un moment essentiel. C'est le repart comme avant, c'est-à-dire si on est dans la situation disons 2009-2010, en 2010, on avait déjà, disons, en termes d'émissions de gaz de CO2, rattrapé le retard, disons, pris en 2009. Si on repart comme avant, eh bien c'est clair que vous aurez à faire face à 3-4 degrés à la fin de ce siècle. Voilà. Et on voit bien que c'est le risque énorme. Quand on regarde les 2000 milliards de dollars qui sont mis sur la table par Donald Trump, c'est clair que c'est faites ce que vous voulez avec, si possible d'ailleurs, de l'économie basée sur
de gaz de schiste ou sur les pétroles non conventionnels dont les États-Unis sont très riches. Donc on est loin du compte, mais on ne m'empêchera pas de dire que c'est maintenant qu'il faut réagir et c'est maintenant qu'il faut partir. Moi, j'essaie de m'investir au niveau européen avec Pierre Laroutourou. Voilà, on essaye, mais on voit bien la difficulté. J'ai encore lu ce matin que, eh bien, au niveau européen, le Green Deal était remis en cause. Voilà, donc c'est ça la situation actuelle et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Je suis heureux d'en discuter avec vous, mais d'un côté, je ne suis pas naïf, je crains qu'on reparte comme avant, mais je n'arrêterai pas de dire qu'il faut repartir d'une façon différente, c'est clair. Alors justement, vous mentionnez le fait de repartir comme avant, l'économie. Il y a un secteur aujourd'hui qui est très polluant, le secteur de l'aviation, qui est aujourd'hui mis à mal par la situation actuelle. On le sait, il y a forcément des compagnies aériennes qui vont être amenées à faire faillite. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité justement de coupler croissance économique et transition écologique? Oui, alors pour l'aviation, disons, il faut bien sûr faire la part des choses. Bon, autant l'aviation est utile, hein, donc elle est utile, elle a aussi permis le développement, enfin, disons, c'est clair que les échanges, et généralement, disons, les échanges internationaux sont utiles. Je discutais avec Pascal Lamy il y a quelques années, il m'a dit oui, parce que j'étais pas content avec les règles de l'OMC, il était, disons, juste le moment où il sortait de la présidence de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Il dit oui, ok, c'est vrai ce que vous dites, mais bon, disons, ça a sauvé des règles, enfin, disons, voilà, les échanges internationaux ont sauvé 2 milliards de personnes de la pauvreté. Donc, il faut pas aussi, donc, il ne faut pas, il faut, disons, bien sûr, mais ce que je pense et ce que je souhaite, je le dirais, je l'ai dit, c'est que on ne peut pas accepter que le transport aérien se développe comme il l'envisageait avant la crise. C'est très clair, c'est-à-dire doubler quand on regarde ses commandes d'avion. À un moment, je vois qu'on va dans le mur. Disons, pour les low cost, je me suis toujours posé la question, il faut quand même, vous le savez très bien, les low cost en France, c'est la double peine, puisque bon, disons, pour ceux qui ne les utilisent pas, en tout cas, ces bas tarifs sont liés à, bien sûr, comme tous les avions, à l'absence de taxes sur le kérosène. Voilà, et puis au fait que eh bien, finalement, les régions, généralement, très souvent, subventionnent les compagnies low cost pour que les prix soient très bas. Hein, donc, on peut se poser quand même des questions sur cette organisation qui pousse à un développement sans fin du transport aérien. Je ne suis pas du tout contre le transport aérien, mais bon, j'espère d'une certaine façon que oui, je ne serais pas malheureux si, disons, le transport aérien repart sur une croissance beaucoup plus modérée, ou en tout cas beaucoup moins importante qu'elle ne l'envisageait. Voilà, c'est tout, je le dis. Et les outils, on les connaît. Il faudrait taxer le kérosène. Voilà, il faudrait arrêter aussi disons, finalement, je dirais, tous ces investissements qui sont, disons, qui sont contre la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont disons, tous ces soutiens, disons, je dirais, qui vont contre la lutte contre le réchauffement climatique. Il y en a d'autres, hein, des niches fiscales devraient être examinées avec, et c'est le cas du transport aérien. Le transport aérien est aidé et il est aidé pour finalement émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Parce que malheureusement, ce sera très difficile au transport aérien. On peut envisager pour les transports terrestres beaucoup d'autres solutions assez rapidement. Si possible, non émettrice de gaz à effet de serre, ça sera peut-être possible à un moment pour l'avion. Bon, mais on est loin du compte, on le voit bien. Alors, pour repartir un peu dans votre domaine de prédilection, puisque vous êtes glaciologue, on parle beaucoup de risques de venir. Est-ce que vous pensez que la fonte du permafrost va être un futur enjeu sanitaire pour nous? Alors, il y a deux choses sur la fonte du permafrost. Évidemment, la fonte du permafrost, disons en gros, je pense, de nouveau, je vais peut-être dire des choses qui semblent banales pour beaucoup d'entre vous, mais le permafrost, ce sont ces sols gelés en permanence depuis très longtemps. Et donc, chaque été, il y a une couche active qui fond, et avec le réchauffement, il y a une couche qui fond, on appelle ça la couche active, et bien, elle fond de plus en plus profondément, c'est-à-dire que, disons, il y a une partie, disons, de sol gelé qui dégèle chaque année, alors qu'il n'avait pas dégelé pour certains cas, pour certains, depuis le dernier maximum glaciaire. Vous voyez, donc, effectivement, des sols gelés. Et alors, il y a la décomposition de la matière organique qui peut contribuer disons, à produire du méthane, du gaz carbonique, ça dépend des cas, donc contribuer à accélérer l'effet de serre. Il ne faut pas, disons, c'est une réalité, mais c'est plutôt
augmentation de l'ordre de 1 ou 2 dixièmes de degré qui est entrevue supplémentaire. Ce n'est pas ça ça reste nos activités ce sont nos activités qui sont vraiment la première origine des émissions de gaz à effet de serre. Ça sera additionnel. Et puis, ça a été évoqué déjà. Par exemple, on a évoqué pour l'anthrax. Donc, il y a effectivement des virus ou des bactéries qui peuvent sortir. Voilà. Donc, ça peut augmenter les risques. C'est peut-être aussi un peu science-fiction, mais ce qu'on vit aujourd'hui était un peu science-fiction aussi, ce qui se passe avec le Covid-19. Donc effectivement, c'est évoqué dans le rapport du GIEC, disons, ces sols gelés qui n'avaient pas dégelé, ces sols qui n'ont pas dégelé, cette partie de sol qui n'avait pas dégelé depuis 20 000 ans pour certains, peuvent contenir, disons, des virus, des bactéries qui pourraient poser des problèmes. Effectivement, on a parlé de l'anthrax en particulier, je crois. On peut donc se demander un peu si la crise qu'on vit actuellement, est-ce qu'au final, ce n'est pas juste un entraînement pour la suite? J'espère que non, j'espère que, oui. Alors, est-ce que c'est un entraînement? Oui, par rapport aux crises, oui, si on n'y fait pas attention, j'espère qu'il va y avoir une véritable réflexion sur l'origine des pandémies. S'il y a vraiment une origine qui indirectement est liée aux activités humaines, pas volontairement, je dirais. Dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, c'est quasi volontaire. Là, je dirais, si c'est du trafic d'espèces interdites, comme certains pensent, ça peut être volontaire aussi. Mais si ce risque de zoonose est vraiment accru, il faut tout faire pour l'éviter. Et donc, je pense que des mesures doivent être prises. Pourraient probablement être prises, je l'espère, ce n'est pas mon domaine. Mais oui, il y aura toujours des pandémies. On voit bien que ce qu'on peut faire, c'est en tout cas mieux s'y préparer. On voit bien qu'on n'était pas préparé. Là non plus, je ne jetterai pas la pierre, c'est pas si facile. Mais on n'est visiblement pas préparé à une pandémie. Je pense, c'est un peu comme, on est aussi là, je fais toujours le parallèle avec le réchauffement climatique. En 2003, on n'était pas du tout préparé à disons, à la canicule exceptionnelle qu'on a eue. On a eu 15 000 morts supplémentaires en France, 75 000 morts, on en est à ce niveau-là pratiquement au niveau de l'Europe. C'est disons cette canicule de 2003. Bon, il y a eu des canicules un peu moins importantes, mais y compris l'an dernier, on est vraiment mieux préparé. Disons, c'est clair, par rapport à ces canicules, on est mieux préparé et on peut avoir aussi l'espoir que, disons, on soit mieux préparé à une prochaine pandémie. C'est mon espoir. Et on peut aussi essayer de mieux comprendre d'où ça vient et peut-être limiter les risques à la source. Donc, ce n'est pas mon domaine, mais je pense que ça mérite une attention. Et donc, j'espère que, disons, nous aurons moins, disons, peut-être, j'espère que ce que nous vivons actuellement ne se reproduira pas de notre vivant. Voilà, tout simplement, parce que, bon, voilà, donc c'est très difficile pour tout le monde. Voilà, je vois bien, et bien sûr, pas, enfin, bon, pour moi, beaucoup moins que pour d'autres, c'est clair, mais on voit bien les difficultés que ça donne du point de vue économique. Et bon, il y a aussi on voit bien, et là aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que et c'est le cas, ce sont vraiment les couches les plus pauvres des populations qui sont les plus vulnérables par rapport y compris à cette crise sanitaire. On va le découvrir encore à la fin. C'était vrai aussi disons pour la canicule de 2003. Il va y avoir des pays très pauvres qui risquent d'être frappés de plein fouet. On verra bien. Mais voilà, donc il y a aussi disons, ce problème d'inégalité qui est au cœur de ce qu'on vit actuellement et de ce qu'on risque de vivre avec le réchauffement climatique. Ça c'est extrêmement important, cette notion de justice climatique, en fait, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, fait d'injustice climatique, même si on parle de justice climatique. Si l'on devait tirer des leçons de la gestion de cette crise, selon vous, quelles seraient-elles? Bien, je pense effectivement qu'il faut prendre ce risque au sérieux, et je pense que ça sera le cas à partir de cette crise quand nous en serons sortis collectivement, c'est-à-dire se préparer. Disons, là, c'est le parallèle. Donc, ce qu'il faut, c'est se préparer à la prochaine crise en termes d'adaptation, de résilience. OK, donc, disons, on peut parler d'essayer de limiter les risques de crise, mais disons, si elles se multiplient, soyons préparés. Eh bien, vous voyez, c'est des masques, disons que le monde scientifique soit toujours sur le qui-vive, que ce comité scientifique, disons, ne se réunisse pas juste au moment, disons, 2 mois après que la crise a commencé, ou 3 mois après.
bon, il devrait être en permanence, ce comité scientifique. Il y en a des comités d'ailleurs, mais on ne les écoute pas. Disons que les comités scientifiques qui siègent, qui vont suivre le développement, qui vont être la nécessité d'alerte. On voit bien aussi que la transparence est très importante. Donc, c'est faire confiance au monde scientifique et aussi lui donner les moyens disons, de développer les recherches en amont, voilà, et être prêt à, disons, et reçu bien sûr du côté de l'hôpital aussi, être peut-être mieux prêt. Donc on voit bien, et c'est un peu, là aussi, on a le pendant en termes de réchauffement climatique, c'est-à-dire que, bien sûr, je vous parle de ce qui arrivera dans 30, 40, 50 ans, ça serait très difficile si rien n'était fait aujourd'hui, mais quoi qu'on fasse, le climat, maintenant, si on parle des 20 prochaines années, non pas au-delà de 2050, en gros, le climat, il est joué. On sait que d'ici 2050, quoi qu'on fasse, on prendra au moins 1 degré et que l'adaptation ne doit pas être si simple que ça. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Une élévation au niveau de la mer de 20 cm de plus d'ici là. Voilà, il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux en termes. Je l'ai écrit récemment. Si on voulait que, disons que cette crise soit vraiment prise au sérieux, il faudrait que chaque investissement qui sera opérationnel en 2050 disons, on y réfléchisse, disons qu'il s'inscrit dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique ou d'adaptation. Mais l'adaptation est très importante, c'est un peu comme la résilience par rapport à... Et il faut prendre au sérieux cette adaptation. Et en France, on n'apprend pas assez au sérieux. Il y aura des vagues de chaleur. Disons, quand j'étais jeune chercheur, quand on parlait, on n'osait pas parler de température qui est au-delà de 45 degrés en France. J'ai dû en parler, les gens souriaient. Et je peux vous dire que dans ce cas, dans disons, les records de température augmentent 2 fois plus vite que les températures moyennes le jour, 3 fois plus vite la nuit, et disons, il y a des risques de frôler les 50 degrés, peut-être 1 fois ou 2 en France d'ici 2050. Donc tout cela, il faut s'y préparer. Bon, les villes, on n'est pas préparé. Une ville comme Paris, on n'est pas... Bon, disons, j'essaye aussi de discuter pas mal sur ces aspects-là, mais vu, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais les villes, c'est plus fragile. C'est plus fragile en cas de. On voit bien, c'est plus difficile. Paris, New York, en cas de crise sanitaire, c'est aussi plus difficile en cas de crise climatique, des vagues de chaleur. Il y a tout ce problème d'îlots de vagues de chaleur. Donc voilà, enfin d'îlots de chaleur associés à des canicules. C'est-à-dire que disons, les conditions sont telles que les réchauffements, par exemple, en 2003, il y avait quelques degrés de plus, jusqu'à 10 degrés quelquefois, mais quelques degrés de plus à Paris intramuros qu'en Île-de-France. Disons qu'on a 43, 44, 45 en moyenne, si on a ça, ou 43, ça commence à être difficile. Disons. Donc c'est tout ça auquel il faut penser. Très bien, je vous remercie. Merci. Que j'aurais eu encore, Donc je ne regarde pas les questions, c'est vous qui regardez les questions, moi je ne les regarde pas. Oui, je vais m'en occuper, donc je vais trier les questions et puis les poser. Donc je vous invite à commencer à poser vos questions. Alors, une question de Juliette Lebaudat. Si les textes ne sont pas appliqués, est-ce que cela ne signifie pas qu'il faudrait faire pression du côté du judiciaire, du juridique, donc, pour que des sanctions fermes rendent les textes contraignants? Oui. Oui, donc il y a beaucoup de discussions, y compris bien sûr sur la Constitution, ce qu'on pourrait mettre. Il y a beaucoup de suggestions qui sont faites on a déjà le principe de précaution, ce qui a été une avancée pour moi dans la Constitution, mais c'est vrai que la protection de l'environnement pourrait être mise dans la Constitution et elle n'est pas actuellement, enfin, sous différentes formes, la forme n'est pas définie. Je me suis aussi beaucoup impliqué, bon, je me suis impliqué dans l'affaire du siècle, notre affaire à tous, oui. Là aussi, je travaille beaucoup avec des juristes. Enfin, en tout cas, j'ai échangé avec des juristes. Je me suis impliqué dans certains cas, pas dans tous, parce que je ne peux pas non plus être, disons, toujours la caution, toujours m'impliquer. Bon, mais je l'ai fait et je pense que c'est important que bon, les juristes réfléchissent que, bon, voilà, il y a une action faite contre Total, il y a des actions faites contre l'État. C'est peut-être symbolique actuellement, mais c'est sain d'avoir ces actions. J'ai vécu, enfin, disons, j'ai collaboré de façon très proche dans les années 80 et j'ai gardé le contact depuis avec Jim Hansen aux États-Unis, qui a été un des porte-voix et qui reste toujours un des porte-drapeaux, puisqu'à chaque fois, il soutient, disons, voilà, il s'implique vraiment auprès de tous les tribunaux américains et voilà, il s'est impliqué. Donc, moi, je pense que, disons, il faut faire feu de tout bois et je pense que c'est une action qui est utile
Voilà, et donc, disons, pour le moment, il y a des actions qui risquent justement de ne pas aller très loin, sauf qu'il y aura un procès, déjà, c'est déjà intéressant, au moins on en parle, mais effectivement, parce que, disons, ce n'est pas inscrit pour le moment dans la Constitution comme un droit. Disons, par exemple, le droit à respecter le climat, l'environnement, la biodiversité. Donc, voilà, donc une modification de la Constitution permettrait effectivement d'avancer, disons, de rendre plus palpables ces luttes, plus faciles. Pour moi, il n'y a pas le cadre juridique, il y a des actions voilà, qui sont extrêmement intéressantes et auxquelles généralement j'adhère. Très bien, je vous remercie. Une autre question donc d'Éric Philippe. Pensez-vous qu'on ait à craindre une relance économique à l'identique, donc au carbone, au nom de la sauvegarde économique urgente et donc à court terme? Oui, qu'on est à craindre. Il suffit de regarder, enfin, je n'ai pas lu encore aujourd'hui, mais il suffit de regarder les journaux des derniers jours. Disons, le lobby de l'automobile, disons, bon, voilà, le lobby, enfin, disons, c'est aussi, on comprend bien, disons, bon, du côté allemand, mais aussi du côté, enfin, pas, disons, enfin, je ne sais plus son prénom, Sénard disons, le PDG de Renault a demandé effectivement une relance, disons, par exemple, vers l'électrique. Donc, ce n'est pas le cas de tous, mais il y a vraiment beaucoup du secteur automobile qui demande que les contraintes environnementales en termes de, par exemple, d'émissions de CO2 au kilomètre soient relâchées, donc une relance comme avant. Et puis on sait bien que c'est ce qui va se passer aux États-Unis, c'est très clair, la relance, ça va être du comme avant. Donc au niveau européen, j'ai lu hier aussi, et je suis sûr que vous suivez aussi beaucoup ça, disons, Ursula von der Leyen avait quelque chose d'ambitieux. Moi, j'étais très heureux parce que Pierre Laroutourou, avec lequel nous avons essayé de lancer ce pacte finance-climat et l'idée d'une banque pour le climat et pour la biodiversité, donc il va être rapporteur général du budget l'an prochain. Donc Pierre il est très concerné, il s'implique, il rencontre beaucoup de monde pour défendre ses idées. On voit bien où ça ira, mais on voit bien déjà qu'il est clair qu'au niveau de l'Europe, on voit bien qu'il y a des pressions pour que, en gros, Ursula von der Leyen remette son Green Deal dans sa poche. Hein, c'est clair. Donc oui, les craintes sont là, y compris au niveau européen, y compris au niveau français. Euh, Bon, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais bon, il ne faut pas que ce soit des mesures. Le plus terrible, c'est que ce soit encore de nouveau, euh, disons, dans les textes, dans les paroles, dans les discours, mais pas dans les actes. Il faut que ce soit dans les actes. Il faut que la France on tienne nos objectifs à horizon 2030. C'est ça qu'il faut. C'est même pas changer la loi. On n'a pas à changer les lois. Les lois sont là. Respectons simplement la loi. Respectons la loi en Europe. Respectons les objectifs, la loi en France, hein, la loi climat-énergie, respectons les objectifs européens. C'est là aussi les 50% que Ursula von der Leyen voulait mettre sur la table risquent de passer à l'as, bon, voilà, donc risquent de ne pas être votés. Et puis respectons les objectifs de l'accord de Paris au niveau mondial. On en est loin, c'est tout ça qu'il faut faire. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire on a une véritable urgence, on a des lois à tous les niveaux, et rien ne se passe dans la réalité. En gros, les émissions continuent à augmenter. En France, l'empreinte carbone continue à augmenter, c'est très clair, c'est-à-dire quand on tient compte des importations. Hein, donc, ce qui est logique, voilà. Peut-être qu'elle va diminuer assez considérablement en 2020, bien sûr, mais elle risque de reprendre après. Félicitations, donc c'est ce que je pense que les politiques doivent retenir. Oui, non, mais je souhaite, je le dis, je redis, et je souhaite et j'espère vraiment que, mais il ne faudrait pas que ça soit à la marge. Hein. On pourrait tellement faire beaucoup, y compris l'Europe. Je ne pense pas que les États-Unis vont repartir de façon, disons, de façon, je dirais, sur une trajectoire vertueuse par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Je crois que non, le Brésil non plus, l'Australie non plus, la Russie non plus. On voit bien, on voit bien tous les pays qui traînent des pieds. Ils sont toujours dans l'accord de Paris, mais ils traînent des pieds, c'est très clair. Ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir comme avant. Désormais, une question d'Antoine Joachim. Je ne m'adresse pas forcément aux climatologues, mais plutôt au président du comité de soutien d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Oui, c'est vrai que c'est. Au-delà de notre capitale, pensez-vous que la vague verte puisse l'emporter en 2020? Oui, alors j'aime bien, oui. Alors qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'aime bien la vague verte. Hein. C'est vrai que j'ai soutenu, bon, j'ai rencontré David Béliard d'ailleurs, j'ai décidé de soutenir. C'est vrai que je suis, bon, j'ai effectivement
disons, décidé. Donc j'ai été sollicité par Anne Hidalgo et j'ai effectivement accepté avec plaisir. D'ailleurs, je dirais de prendre la présidence du comité de soutien. Je l'ai fait pour une double raison. C'est vrai que, enfin, disons, je retrouve dans son projet vraiment une véritable, et des choses concrètes, hein, une véritable, aussi bien en mobilité, sur le bâtiment, l'urbanisme, nature en ville, une véritable dynamique écologique. Hein. Il faut pas, je veux dire, c'est la réalité hein, quand on parle de mobilité douce, de vélo. Voilà, donc j'ai retrouvé ce qui me. Je ne dis pas du tout que le programme EELV, même à Paris, ne soit pas bien, c'est pas ça, mais il faut bien comprendre que, enfin, disons, il y a une véritable fibre écologique et sociale, hein, c'est écologique et social. Et puis, bon, c'est vrai que je suis, depuis ma jeunesse, j'ai toujours voté pour le PS, même dans les moments difficiles, donc voilà, j'ai gardé une certaine fidélité à gauche. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté, mais bon, voilà, je me sens aussi assez proche de toute la mouvance écologiste et voilà, que je regarde. Bon, aussi bien Éric Piolle ou bien, bon, voilà, j'ai été sollicité pour discuter aussi, je crois que c'est à Rouen, il y a des bons espoirs. On verra à Lyon aussi, hein, c'est pas, voilà, donc voilà, ça serait très bien finalement tout ça. On en parlera, mais à Paris, je continue, d'ailleurs, on continue à interagir très fortement avec Anne Hidalgo. On a une réunion, on discute chaque semaine, et pas de la campagne électorale, mais plus effectivement de la situation sanitaire. Mais je reste très impliqué et très proche d'Anne Hidalgo et de toute, disons, de cette campagne. C'est clair que, disons, on ne sait pas si ça sera en juin, en septembre ou l'an prochain, mais je serai de nouveau, je pense, aux côtés d'Anne Hidalgo pour, disons, pour le deuxième tour. Et s'il y a encore un premier tour, on verra bien. En tout cas, je serai encore à ses côtés pour la suite de la campagne. En tout cas, j'espère. Voilà. Donc, non, je vais pas vous dire voter à Hidalgo, c'est pas là, je ne suis pas là pour ça, voter, mais allez voter, mais bon, c'était difficile quand même la dernière fois. Il faut absolument il faut que ces votes soient dans de bonnes conditions. Et bon, mon seul souhait, c'est que le maximum de gens votent, c'est très clair. Je vous remercie. Maintenant, une question de Camille Guitonneau. Le temps court de la politique n'est-il pas incompatible avec le temps long de la science? Ne faudrait pas des organes décisionnels sur le futur qui ne soient pas soumis à une alternance tous les 5 ans? Oui, c'est clair, et c'était d'ailleurs notre proposition. Donc moi, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 10 ans, donc j'ai été assez actif hein, et j'aime beaucoup ce Conseil économique, social et environnemental, aussi bien dans son état d'esprit, dans la façon dont il fonctionne. C'est vraiment la société civile au sens large, et effectivement dans cette idée de faire, enfin, disons, de réfléchir dans le temps long. La difficulté qu'on a, c'est, disons, à peu près comme j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses, disons en France, quand on a voilà, les organismes consultatifs, eh bien, ils ne sont pas écoutés, soyons clairs. Donc, voilà, c'est un peu, mais je pense que les avis sont de qualité. Et donc, il y avait effectivement, c'était Jean-Paul Delevoye, le précédent président, qui parlait enfin, on a toujours parlé d'une réforme du CESE. Alors, il y a eu différents noms qui ont été proposés, dont la Chambre du temps long. Alors maintenant, c'est on parle de la Chambre de la participation citoyenne. Alors, je pense que le CESE continuera. Donc, oui, effectivement, qu'il y ait une chambre où il y a la société civile qui regarde dans le temps long, c'est extrêmement important. C'est tout le problème, vous avez raison, c'est la difficulté du politique. On voit bien que toutes les décisions sont prises sur le court terme. Il y a très peu de vraie politique au sens noble du terme, c'est-à-dire regarder dans le long terme. C'est ça la politique pour moi, pour le bien public. Et dans le court terme, indéniablement, c'est repartir comme avant qui est plus facile. C'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que si on veut du courage politique, changer de cap, c'est du courage politique qu'il faut avoir. Et bon, bien sûr, certains élus l'ont, mais voilà, donc peut-être pas tous, peut-être pas assez. C'est pas facile non plus parce que les élus essayent, à juste titre, de prendre le pouls de leurs électeurs ou de leur circonscription. Et il y a aussi un certain immobilisme chez nous, hein, chez nous tous d'ailleurs. Donc il ne faut pas non plus toujours, il faut peut-être regarder vers chacun d'entre nous aussi hein, dans ces décisions. Donc voilà, c'est aussi à nous de le dire, de le faire, les jeunes, vous jouez un rôle très important. Voilà. Donc oui, il faut réfléchir dans le temps long, c'est très difficile. Et j'aimerais bien, pour moi c'est ça la politique. Et bien sûr, bien sûr, disons, ça a toujours été, bien sûr, en tant que chercheur, maintenant ça a été mon approche évidemment. Bon, à la fois je me suis intéressé au lointain passé, au lointain futur, mais le futur c'est le vôtre quand même. Voilà, et effectivement, ce que je peux dire sur la recherche elle-même, c'est que ça prend du temps. Hein, donc, bon,
pense que moi, j'ai eu la chance enfin, j'ai pas fait toujours les mêmes choses, c'est pas ce que je veux dire, mais disons, de consacrer l'ensemble de ma carrière scientifique à ce problème de l'évolution du climat. Voilà, ça prend du temps et si on a avancé, c'est parce on a justement eu le temps de réfléchir, de faire des travaux de recherche fondamentale. Et donc, c'est important aussi dans tout ce qui concerne la crise sanitaire. Bien sûr, ça prend du temps, la recherche. Il faut être préparé. Il y a aussi des recherches qui sont. Enfin bon, il y a des choses qui arrivent brusquement, des vraies découvertes qui arrivent, il y a des surprises, des bonnes surprises des fois, mais voilà, mais il faut construire un socle de recherche, il faut savoir que ça prend du temps, il ne faut pas attendre. Je suis vraiment fondamentalement, j'ai été enfin, président du Conseil de la science et la technologie, je suis fondamentalement redit l'importance de la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, c'est la durée, la continuité. Voilà, donc ça n'empêche pas non plus l'innovation. Voilà, il faut aussi savoir mêler les deux. Mais disons, le temps long est aussi important pour la recherche. Alors justement, une question d'Arthur, vous qui avez en quelque sorte dédié votre vie à la science, à alerter sur les risques Mais on climatiques. goûte aussi à autre chose, hein, heureusement, ne vous inquiétez pas pour moi. Comment est-ce que vous avez fait Il y a justement beaucoup pour de ne pas choses. perdre foi en ce système? Comment? Pardon, oui, du coup. Comment Allez-y. est-ce que vous avez fait pour ne pas perdre foi dans ce système? Ah oui, ça c'est, bah oui, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bah, peut-être parce que je sais que les solutions existent d'abord, hein, en termes de réchauffement climatique, y compris de perte de biodiversité. Je pense que les solutions existent. D'abord parce que c'est passionnant. La recherche, je veux dire, c'est une véritable passion, c'est passionnant. Moi, je vais dire, bon, c'est passionnant en termes de travail au laboratoire, de travail sur le terrain. Il y a peut-être peu de gens qui ont eu la chance d'aller au Groenland et en Antarctique dans leur carrière, hein, disons, voilà, et dans d'autres endroits. Hein. Donc, je veux dire par là, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de contacts avec le grand public dans ces domaines, avec les politiques, on en a parlé. Donc, voilà, donc ça aide quand même à garder l'enthousiasme. Ensuite, c'est vrai que ça m'a apporté une réflexion et voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait par exemple sur les dernières semaines, enfin les derniers mois maintenant. Disons, on a eu cette tribune avec quelques collègues, hein, donc Alain Grandjean, voilà, euh, d'autres personnes, voilà, donc disons, on s'est un peu élevé contre, disons, ces théories de l'effondrement. Hein. Donc voilà, donc il y avait une tribune, je prends une tribune précédente, en fait, on s'est un peu élevé contre la tribune de Pablo Servigne, d'Yves Cochet et puis d'Aïs Sinaï à l'époque. Hein. Et disons, on a un peu remis à l'époque le climato-scepticisme et la collapsologie dos à dos en disant que l'une et l'autre étaient disons, un peu poussées à l'inaction. Hein, si vous êtes collapsologue. Alors, du coup, Pablo Servigne m'a relancé, m'a dit c'est pas vrai, la collapsologie pousse à l'action. Et depuis, par exemple, donc, comment je fais? Bien voilà, on discute régulièrement avec Pablo Servigne, d'autres, Patrick Vivray, pour essayer de comprendre les points de convergence, effectivement. Parce que moi, je suis intimement persuadé qu'il faut agir. Voilà, donc, et en termes de réchauffement climatique, je ne suis pas naïf, mais plus on fera, mieux ça sera. Plus on fera en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Je sais les difficultés, mais si quelqu'un comme moi qui a été effectivement, vous l'avez dit, plongé j'ai eu la chance d'être plongé dans ça, j'ai commencé en 68 ma thèse, vous voyez, donc dans ces problèmes liés au climat, à l'environnement. Voilà. Bon, ben, non, il ne faut pas abandonner, au contraire. Disons, il faut faire le maximum, c'est clair. Donc oui, je pousse à l'action, disons, l'idée il faut aussi s'adapter, mais il faut pousser à l'action. Donc vraiment, disons, un demi-degré de gagné disons, dans les années, après les 2050, c'est important. Donc vraiment, il vaut mieux 1,5 degré, 1 degré, mais il vaut aussi mieux 2 degrés que 2,5 degrés, je vous assure. Donc ça, j'en suis convaincu. Donc ça me pousse oui, à l'action, mais bon, c'est vrai que c'est aussi passionnant, donc c'est aussi une passion, donc ce n'est pas trop difficile. Ça prend un peu de temps, mais ça va. Voilà, donc voilà, oui, mais par moments, je pousse à l'action, mais par moments, je baisse les bras parce que, bah, voilà, à un moment, j'en ai un peu marre quand même des discours et j'ai envie. J'aimerais bien voir vraiment les émissions de gaz à effet de serre diminuer de mon vivant. Hein, par moments, j'en doute. Voilà. Oui, les objectifs affichés se réaliser. Ça rejoint un peu la question d'Antoine. À notre échelle d'étudiants, quels sont les leviers d'action les plus efficaces pour s'engager et porter notre voix, mais surtout faire pression pour favoriser la transition Alors, énergétique à la sortie? oui, alors pour moi, je pense
Donc, vous êtes étudiant pour beaucoup d'entre vous, donc merci d'être là. Donc, bon, dans votre vie professionnelle, je crois qu'il n'y a pas de secteur d'activité où que vous alliez. Hein, il n'y a pas aucun secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, c'est pas mon affaire. Hein. Que vous alliez dans le secteur, disons, allez, dans le secteur financier, que vous alliez bien sûr dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas un secteur qui puisse se dire c'est pas mon problème. Donc, quel que soit votre choix, je pense que vous aurez des leviers, y compris si vous allez faire de la finance, hein, je veux dire, bon, voilà, vous aurez des leviers dans votre vie professionnelle, si vous le souhaitez, bien sûr, pour essayer finalement, de mettre en avant dans votre secteur ce qui va dans le bon sens. Hein. Donc voilà, et puis il y a aussi bien sûr la vie privée, la vie de chacun, la vie de citoyen. Là aussi, on a des leviers chacun d'entre nous. Voilà, donc, et puis il y a la vie collective, bon, ce qui est importante. Disons, les jeunes de votre génération, vous êtes motivés. Bon, je travaille beaucoup avec Climates, je suis en contact avec des associations de jeunes. Hein. Donc voilà, donc il faut continuer. Vous auriez des noms d'associations dans lesquelles on pourrait s'engager, par exemple? Bah, le REFED, là par exemple, je discute beaucoup actuellement. Bah, par exemple, bon, je vais vous faire part d'un des engagements que je vis. Je ne suis pas trop long, mais donc là, disons, je préside un groupe de travail. Je préside un groupe de travail, disons, auprès de la ministre de l'Éducation nationale, Frédérique Vidal, pour, disons, l'objectif du groupe de travail, c'est de réfléchir à ce qui pourrait être fait dans l'enseignement supérieur au sens large. Hein, donc à votre niveau, ça a déjà été fait dans l'enseignement secondaire et il y a eu une réflexion aussi sur le primaire, mais ce qu'on pourrait faire en termes disons, d'enseignement, en termes de transition écologique au sens large, hein, aussi climat, biodiversité. Donc je préside ce groupe, donc il y a des gens, et il y a quelques chercheurs, il y a aussi des gens qui sont beaucoup investis, voilà, au niveau des universités, mais aussi des jeunes. Par exemple, le REFED est présent, les syndicats, l'UNEF est présent, les jeunes sont présents dans ces. Donc, il y a des jeunes très, très motivés qui travaillent justement qui réfléchissent sur. Bon, je connais aussi Climate, j'en connais d'autres, hein, mais donc, voilà, donc, qui réfléchissent à comment l'enseignement pourrait évoluer. Il y a eu des pétitions faites par les jeunes, des pétitions des 15 000, donc il y a beaucoup de moyens de s'engager. Voilà, collectivement. Bon, là, je veux dire, l'engagement individuel, pour moi, il y a ces trois engagements. L'engagement personnel, individuel, dans votre famille, dans votre futur, disons, de citoyen, voilà. L'engagement dans votre secteur, enfin, dans votre, je dirais, dans vos activités professionnelles qui peut être fait. Et l'engagement collectif en tant que jeune, en tant que génération, c'est aussi important. Je redis que les manifestations, et ce que je voudrais dire, c'est que si ce groupe si ce groupe de travail a été mis en place, hein, donc, en fait, il y a eu, disons, la mobilisation des jeunes, maintenant il y a un an à peu près, Greta Thunberg, la mobilisation des jeunes, eh bien, a conduit Jean-Michel Blanquer d'abord à demander à ce que les programmes disons, du secondaire soient adaptés. Je m'y suis investi avec l'Office de Climate Education. Ensuite, il a compris qu'il fallait aussi le faire dans le primaire. Donc, le Conseil supérieur des programmes a été invité à y réfléchir, donc Savoie d'Ayala. Et du coup, Frédéric Vidal s'est dit, moi, je ne peux pas ne rien faire. Hein. Et donc, si ce groupe de travail s'est mis en place, eh bien, c'est largement grâce à toutes ces pétitions des jeunes, disons ce que vous avez, justement, ces jeunes qui ont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Disons, l'enseignement qu'on nous délivre dans différents domaines, je pense que vous êtes différents de différents endroits, ce n'est pas le problème, mais disons, l'enseignement qu'on nous délivre, bon, je donne un cours à Sciences Po, enfin, disons, un module, mais l'enseignement qu'on nous délivre n'est pas du tout adapté au monde moderne, à ce monde qu'on nous dessine. Et c'était important de le dire, puisque ce groupe de travail, on travaille, hein, disons, donc on commence, mais il y aura des propositions peut-être un peu pour la rentrée prochaine, mais certainement pour la rentrée 2021, et c'est aussi grâce à votre mobilisation. Donc il faut surtout vous rendre compte que cette mobilisation a été importante, a eu déjà des conséquences positives. Une dernière question qui est en relation avec le sujet que l'on vient d'aborder. Est-ce que vous pensez que les élus donc, actuels ont été assez bien formés à ces enjeux? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut les aider justement à mieux prendre en compte l'incertitude et l'impact? Non, parce qu'on parle régulièrement. Bon, là, je suis aussi en contact avec l'Institut Persimon Laplace, donc, qui est, disons, au niveau parisien, au niveau de l'Île-de-France, le principal institut s'intéressant à ces problèmes, disons, de climat, d'environnement.
Non, disons les gens mettent en place justement des formations pour les élus. Il y a des élus qui sont extrêmement bien formés, extrêmement bien motivés, on les retrouve. C'est une partie des élus, mais beaucoup des élus qui s'impliquent, qui nous reçoivent, parce que on arrive souvent, par exemple, d'être invité à aller faire des conférences dans le cadre de la mise en place d'un plan climat-énergie territorial. Par exemple, ça m'arrive assez régulièrement. Les élus qui m'invitent sont très bien formés, très motivés, mais généralement, ils me disent qu'est-ce que j'ai du mal avec les autres élus du conseil. Hein, donc, on voit bien, il y a une partie des élus, il y a beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait un seul conseil municipal en France où il n'y ait pas quelques élus. Alors, il y a des conseils plus, mais vous voyez, donc il faudrait, disons oui, il y a déjà beaucoup de faits, il y a des choses qui se mettent en place, donc je ne critique pas les élus, au contraire, c'est du travail, disons, vraiment, les gens s'impliquent, on voit bien, donc, mais c'est aussi notre rôle, et je pense qu'on le prend au sérieux, notre communauté, d'aller vers les élus, de répondre à leurs sollicitations, et donc oui, il y a des élus bien formés, mais pas suffisamment, pas tous les élus, il faudrait, donc, tous les élus n'ont pas à être formés sur disons, les subtilités du réchauffement climatique ou de perte de biodiversité, mais tous les élus devraient avoir une connaissance suffisante pour ne pas dire de conneries, je dirais franchement. Et ça arrive encore qu'on entende des choses qui sont vraiment pas à leur place. Voilà. Donc, il leur faudrait un peu, c'est un peu comme je pense pour tous les étudiants qui sortiront du système universitaire à l'avenir, il faut avoir au moins une connaissance d'honnête homme de ces problèmes, c'est-à-dire être capable d'en parler correctement. C'est pas la peine forcément pour tout le monde de connaître les détails disons, de la physique de l'atmosphère, c'est pas ça le problème, mais en avoir une connaissance, disons, correcte des causes, des conséquences du réchauffement climatique, ne pas dire n'importe quoi, et ça arrive encore, je dirais, trop souvent. Bon, il y a eu beaucoup de progrès depuis quelques années quand même. Allez, on va garder le moral, et puis vous, les jeunes, là, vous êtes bien formés, moi je compte sur vous. Voilà, il y aura certainement des élus parmi vous, je suis sûr. Donc, il y a peut-être déjà d'ailleurs. Voilà. Lorsque j'ai mis en place ce projet, essayé de l'articuler autour d'une citation que je vais vous présenter, et si vous pouvez m'exposer un peu ce que ça vous évoque. Donc, sa citation, c'est « Dans une crise, la seule chose prévisible, c'est l'incertitude qui suit ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, dans cette crise, enfin dans la crise actuelle, oui, on le voit bien. On le voit bien. On ne sait par exemple pas encore, donc surtout pour ma génération, ça, on ne sait pas encore si on aura le droit de sortir. Moi, je ne suis pas sorti de mon appartement pratiquement depuis un mois, donc mais bon, ça va, on y est bien. On ne va pas se plaindre, mais oui, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour la crise, par rapport à la crise climatique, on est aussi dans l'incertitude sur ce qui va être décidé ou non, disons, à la sortie, oui, dans la mesure où, disons, crise veut dire changement. Changement, ce sont des choix, et à chaque choix est associée une incertitude, y compris les choix politiques. Donc, oui, c'est ça que ça m'évoque, c'est disons qu'il n'y a pas de crise dont on connaît à l'avance l'issue. Donc, voilà, enfin, dont on connaît à l'avance les décisions qui seront prises, mais il y a quand même, bon, je dirais presque par rapport à autre chose, la crise climatique, et je conclurai là-dessus, parce que c'est ce que j'ai commencé une tribune en disant imprévisible la crise sanitaire, prévisible la crise climatique, elle est quand même largement prévisible. Et donc, bon, on ne sait pas les détails du climat disons de 2030, mais on sait qu'on aura pris 2/10 de degré en moyenne. Donc, il y aura des petits accidents, mais on sait qu'on repartira. Donc, on connaît aussi quand même, on en connaît suffisamment en termes de réchauffement climatique pour prendre des bonnes décisions. Voilà, et voilà, j'espère qu'on prendra les bonnes décisions dans tous les domaines. Merci à vous. Merci à vous tous. Une dernière question pour conclure. Est-ce que vous auriez une lecture, un film ou un documentaire à nous conseiller? Ah oui, il y a une lecture qui m'a bien plu voilà, donc, parce que en termes de lutte contre le réchauffement climatique, il faut faire preuve d'innovation, et par exemple l'innovation dans les investissements. Et j'ai beaucoup aimé le livre d'Alain Grandjean et je crois que c'est Nicolas Dufresne, qui vient de sortir, je crois que c'est chez Odile Jacob, qui s'appelle La monnaie écologique. L'idée, c'est de la création de monnaie ciblée. Et je pense qu'il faut, disons, il faut être innovant si on veut être en mesure de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, le livre qui vient de sortir, disons, de la monnaie écologique m'a bien plu. Puis vous pouvez regarder, on a publié plein de choses aussi, mais ça, je ne vais pas vous les recommander. Voilà. Mais lisez celui d'Alain Grandjean et Nicolas Dufresne, c'est vraiment très bien, je pense que ça intéressera certains d'entre vous.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce second épisode. J'espère que ça aura permis en tout cas aux participants de mieux comprendre l'impact de cette crise sur les politiques climatiques. Je vous remercie surtout vous donc d'avoir participé à cette série, d'avoir donné votre vision de cette crise, surtout d'avoir partagé votre savoir. Je pense que c'est important dans les temps qui courent, voilà, de pouvoir partager ce que l'on sait pour s'inspirer, pouvoir proposer des projets et vraiment essayer d'avancer d'une façon qui soit plus résiliente. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie également les personnes qui nous ont regardés ce soir. Je vous dis donc à demain à 18h, puisqu'on se retrouvera demain sur les questions des politiques énergétiques avec Jean-Marc Jancovici. Donc voilà, donc je vous remercie Et bonne soirée. Et à demain. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir organisé cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous.